avant de vous présenter les invités que vous connaissez, dire un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons organisé ce débat. Mais avant, pour ne pas oublier, parce que c'est important, remercier le lieu-dit, et en particulier Hossein, qui nous accueille comme très souvent dans son lieu. Donc je le remercie beaucoup de la part des organisateurs. Après la publication du manifeste des 300 contre le nouvel antisémitisme, qui a été initié par Philippe Val, il y a eu différentes réactions, notamment un appel signé par les frères Cyrulnik, dont Alain est le représentant ici, qui a été l'initiateur de cet appel qui s'appelle « Combattre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie ». Il y a eu ensuite un second appel qui a été initié par Robert Hirsch, intitulé « Agir contre l'antisémitisme ». Il est également l'auteur de « La gauche radicale et les juifs depuis 68 », un livre donc qui est paru il y a quelques mois. Et ça reflète le fait que si on est assez unanime, je crois, dans cette salle, en tout cas dans la gauche radicale, pour dénoncer l'appel des 300, il y a des discussions et des débats relativement importants et des sensibilités différentes, notamment sur l'ampleur de l'antisémitisme en France et ses origines. Et voilà pourquoi nous avons estimé que c'était un débat qui était important. Et c'est un débat qui est parfois passionné, parfois passionnel, mais ce que nous souhaitons ce soir, c'est que ce soit un débat d'idées, un débat d'échange, un débat, disons, de bonne tenue, qui ne soit pas, qui permette d'avancer dans la réflexion sur ce sujet. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en introduction. Je crois que je vais passer la parole, donc il y a un petit peu les règles du jeu. Il y aura 20 minutes pour chaque invité, et ensuite ils concluront 5 minutes à la fin, puis le débat sera ouvert dans la salle. On va commencer, ils sont mis d'accord, on va commencer par Robert, et ensuite Alain suivra. Voilà, Robert, tu as la parole. Robert Hirsch. Oui, Robert Hirsch, c'est moi, oui. Donc, évidemment, je voudrais d'abord remercier donc Ensemble et puis la Société Louise Michel d'avoir organisé ce débat, parce que c'est vrai que depuis des années, il y a des débats sur la question de l'antisémitisme, débats qui traversent aussi la gauche radicale, les intellectuels proches de la gauche radicale, mais il y a peu de débats structurés comme celui que vous avez proposé d'organiser. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le renouveau d'actes antisémites, il y a eu dans la société de nouveaux appels, nombreux appels, et il y a le débat ressurgit sur ces questions. Alors, le débat, il a été malencontreusement lancé par, tu l'as dit en introduction, par cet appel des 300, comment dirais-je, écrit au départ par Philippe Val et signé par des gens aussi loin de nous que Laurent Wauquiez, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, et malheureusement par quelques personnalités de gauche qui se sont laissées prendre à ce débat. Je crois qu'il faut commencer en tout cas par dire tout le mal qu'on peut penser, parce que ce débat pose mal la question de l'antisémitisme et de la remontée de l'antisémitisme. Il le pose mal, d'une part, en parlant d'épuration ethnique, ce qui n'a pas de sens. Il n'y a pas aujourd'hui ce qui s'est passé par exemple dans l'ex-Yougoslavie avec les Juifs dans la région parisienne, ça se saurait, même s'il y a des choses graves qui se passent, je vais y revenir après. Et puis surtout, le plus problématique, c'est que cet appel cible les musulmans. Il ne cible pas tel ou tel, il cible les musulmans. Et effectivement, cet appel, à mon avis, loin d'agir contre l'antisémitisme, il a surtout pour conséquence, malheureusement, de développer le racisme dans ce pays. Et on ne peut pas opposer comme ça les différents racismes. Donc là, et puis enfin, évidemment, cet appel considère que la gauche radicale est un vecteur de l'antisémitisme, et on sait tous que c'est pas vrai. Ce qui ne veut pas dire que la gauche radicale n'a pas des torts dans l'affaire. Donc cet appel a mal posé le problème. Et cet appel est critiqué par la gauche radicale, mais il est critiqué. Alors, je crois que tu as cité deux appels qui émanent de la gauche radicale, celui lancé par Alain et Philippe, et puis celui que j'ai lancé avec Philippe Corcuche, qui était plus un appel plus restreint. Il y a deux autres appels. En tout, ces dernières semaines, il y a 4 appels, 4 textes différents sur cette question qui sont venus de la gauche radicale ou de gens proches de la gauche radicale. Alors,
la gauche radicale, elle sait se diviser, hein, ça c'est vrai que c'est pas compliqué, mais sur une question comme ça, vous vous rendez compte, 4 appels différents, 4 textes différents venus de la gauche radicale. Et donc, le problème, ce qui prouve d'une part que dans la gauche radicale, il y a la conscience, il y a la prise de conscience qu'il faut discuter de cette question d'antisémitisme, mais ce qui prouve aussi qu'il y a des différences importantes dans la gauche radicale. Et d'un autre côté, si la droite a eu l'initiative avec cet appel des 300, c'est aussi, et si elle a réussi même à capter un certain nombre de gens de gauche, c'est aussi parce que la gauche, ces dernières années, et notamment la gauche radicale, n'a pas été à la hauteur. Et c'est un des aspects importants de mon livre, hein, c'est l'idée que la gauche radicale n'a pas été à la hauteur. La gauche radicale, elle avait toutes les capacités, toutes les théories possibles pour être tout à fait au point sur la question de l'antisémitisme. Et malheureusement, depuis les années 2000, contrairement aux années 70-80, elle n'a pas été à la hauteur, elle n'a pas été présente dans la plupart des manifestations qui ont lieu, et elle a souvent été dans le déni de ce qui se passait, et dans le déni de la montée de l'antisémitisme. À mon avis, il y a 2 raisons essentielles qui jouent là-dessus. C'est d'une part la question évidemment d'Israël, des positions du CRIF, etc. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et d'autre part le fait que l'antisémitisme, même s'il n'a pas cessé d'être à l'extrême droite, il est aussi présent aujourd'hui dans des milieux discriminés et eux-mêmes racisés. Et donc la gauche radicale hésite à dénoncer cet antisémitisme-là. Et puis surtout, le problème, c'est que, alors il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment par des intellectuels proches de la gauche radicale, hein, gens comme Alain Badiou, Edgar Morin, etc. Mais ils font des théories en disant ceux qui parlent de l'antisémitisme, c'est les gens de droite, etc. Mais ils ne partent jamais de ce que ressentent les juifs. Et or, aujourd'hui, tous les témoignages montrent qu'il y a une inquiétude. Moi, j'aime pas employer le terme de communauté juive parce que les juifs sont très divers, mais il y a une inquiétude chez les juifs. Hein. Je reviendrai avec quelques chiffres. Or, la gauche radicale, elle ne part pas de ça. Quand on parle du racisme aux États-Unis, on part en général de ce que ressentent les Noirs. Mais là, non. On ne se préoccupe pas vraiment de ce que ressentent les Juifs. On élabore des théories. Hein. Si vous lisez les livres de Badiou, de Edgar Morin, etc. Edgar Morin, qui est un type intelligent, qui écrit régulièrement dans Le Monde, un grand sociologue. C'est un sabotage caractéristique. Edgar Morin, par exemple, en 2012, il parle d'un antisémitisme imaginaire. C'est extraordinaire, un antisémitisme imaginaire. Bon, c'est peut-être un sociologue imaginaire, je ne sais pas. Mais bon, donc, la gauche radicale, à mon avis, n'a pas joué son rôle, et c'est effectivement un problème. D'ailleurs, il y a mon livre, hein, qui est très bien, mais il y a un autre livre qui... non, je ne suis pas venu pour ça. Il y a un autre livre qui exprime ça très très bien et de manière beaucoup plus littéraire que moi. C'est un livre qui est écrit par une ancienne militante de la LCR, Brigitte Stora, qui a écrit un livre et qui s'appelle « Que sont mes amis devenus ?» Et ça montre bien, si vous voulez, le problème que ça pose pour un certain nombre de juifs de la gauche radicale ou anciens de la gauche radicale de voir que le courant dans lequel ils sont n'a pas répondu sur cette question d'antisémitisme. Mais tout n'est pas perdu, il peut encore y répondre, on va y revenir. Alors, quel antisémitisme, justement, ces dernières années? D'une part, la question de l'ampleur de l'antisémitisme. C'est une grosse discussion. Alors, bon, il y a des chiffres qui sont avancés ici et là, etc. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais toutes les statistiques, alors elles sont diverses sur les actes antisémites, notamment les statistiques de la police, là, montrent une augmentation très importante. Alors, une augmentation qui, par rapport à la période d'avant 2000. Hein. Si vous prenez les chiffres de 1999, où les statistiques étaient très faibles, les statistiques bondissent tout d'un coup, par 6, par 10, etc. Alors, ces derniers temps, ces 2 dernières années, par exemple, il y a une petite réduction des statistiques. Mais par exemple, vous prenez Dominique Vidal, du monde diplomatique, je ne crois pas qu'il soit dans la salle, Dominique Vidal, il dit « Oh, ça va mieux parce que les statistiques baissent ». Oui, mais il ne dit pas qu'avant, les statistiques ont monté considérablement, si vous voulez. Hein. Or, ces statistiques, elles ont beaucoup monté. Un deuxième chiffre qui me semble important, significatif, c'est le nombre de départs pour Israël. Bon, avant 2000, il y avait à peu près 900 personnes qui partaient chaque année pour Israël. C'est un chiffre, bon, des gens qui avaient envie d'y aller. Bon, il faut avoir envie, mais enfin, bon, ils avaient envie. Et ce chiffre a progressivement monté. En 2015, il y avait 8000 juifs qui partaient pour Israël. C'est-à-dire qu'en une quinzaine d'années, ce chiffre a été multiplié par 9.
Ça montre évidemment une inquiétude, puisque avant 2000, c'est bon, les gens qui ont envie religieusement d'y aller, etc. Et là, ça montre évidemment une inquiétude tout à fait considérable. Vous avez également, alors là on n'a pas de chiffres, mais vous avez également de nombreux déménagements de certaines zones, et puis des départs de collèges. Alors il y a, je crois, quelques collègues dans la salle, ou anciens collègues, ils pourront peut-être témoigner. Moi j'ai été enseignant en Seine-Saint-Denis. Il y a eu dans les collèges, notamment dans les collèges de la région parisienne, beaucoup de jeunes juifs qui ont dû partir parce qu'ils ont été soumis à des vexations, des problèmes, etc. Et puis, un dernier chiffre, alors qui me semble peut-être le plus significatif, c'est pas dans mon livre, mais c'est une enquête que j'ai, parce que je l'ai lu après, qui est sortie dans Le Monde, ça a été cité dans Le Monde au mois de novembre, et c'est une enquête qui a été faite en 2013 dans plusieurs pays européens en demandant à des juifs s'ils avaient eu l'idée de quitter leur pays dans les 5 années précédentes à cause de l'antisémitisme. En Grande-Bretagne, il y a 18% des gens qui ont envie de quitter leur pays. Bon. Et en France, il y a 46% des juifs qui répondent que dans les 5 années précédentes, en 2013, je vous dis pas aujourd'hui, ils ont eu envie de quitter leur pays, pas d'aller en Israël, de quitter leur pays, d'aller en Belgique c'est pas évident, au Canada, enfin bon, etc. Mais de quitter leur pays à cause de l'antisémitisme. Donc, alors c'est un sondage bien sûr, mais ça signifie que dans ce sondage, la moitié d'une population, la moitié d'un groupe humain vivant en France, a eu dans les 5 dernières années l'idée de quitter le pays où ils vivent à cause de l'antisémitisme. C'est un chiffre absolument considérable, et qui devrait faire réfléchir tous ceux et toutes celles qui sont sceptiques par rapport à cette montée de l'antisémitisme. Alors, cet antisémitisme-là, j'ai donné quelques chiffres, on pourra en revenir dans la discussion, il vient d'où? Alors, il y a toujours, il faut l'affirmer, une permanence de l'antisémitisme d'extrême droite. C'est justement ce que ne dit pas l'appel de Philippe Val, Wauquiez, etc., évidemment. Il y a toujours une permanence de cet antisémitisme-là. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent, et une série d'incidents avec des cadres du Front National. Il faut savoir, par exemple, que les amis les plus proches de Marine Le Pen font régulièrement des fêtes où il y a le portrait d'Hitler qu'ils appellent Tonton. Bon, il est quand même... personne ici n'aurait cette idée-là. Comme nous, François Mitterrand. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a cet antisémitisme d'extrême droite qui continue à exister, même si il ne s'exprime pas aujourd'hui en France de manière violente, et il est plus ciblé aujourd'hui en France vis-à-vis des musulmans, mais vous savez ce qui se passe en Europe de l'Est, bon, enfin, on y reviendra peut-être dans la discussion. Et puis il y a un nouvel antisémitisme. Alors, on parle beaucoup de nouvel antisémitisme, le terme n'est peut-être pas tout à fait exact, je crois que c'est surtout un antisémitisme ancien qui arrive dans de nouveaux milieux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, depuis les années 2000, dans de nouveaux milieux qui sont une partie, alors difficilement quantifiable, mais une partie de la jeunesse issue de l'immigration, et notamment de l'immigration musulmane, dans les banlieues, une partie de cette jeunesse, et pas toute cette jeunesse, il y a effectivement un antisémitisme qui existe, qui est à la fois relié, bien sûr, alors qui s'exprime surtout au niveau des actes, au moment des moments chauds en Israël, mais qui n'est pas forcément déterminé que par ça. Il y a la relation qu'un certain nombre de jeunes font avec l'oppression que subissent les Palestiniens. Ça joue un rôle, effectivement, mais c'est surtout un antisémitisme social. Moi, quand j'étais prof en banlieue, ce que j'entendais, c'est pas tellement des réflexions sur le thème Israël, ceci, cela, mais c'est des réflexions sur les Juifs, ils ont tout, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, nous on n'a pas, etc. Ils sont favorisés, et ils sont favorisés dans la société. Et je crois, d'après ce que je lis ici et là, que les collègues entendent toujours un peu ça dans les collèges de banlieue. Donc ça, c'est quelque chose c'est un milieu nouveau qui est touché par cet antisémitisme, mais par contre, il reprend les codes, il reprend les éléments de l'antisémitisme des années 20 et 30. Notamment cette idée de la puissance des Juifs, voire même d'aspect complotiste. Vous avez tous entendu parler de tout ce qui se disait dans les banlieues sur les 4000 Juifs qui avaient été prévenus par le Mossad de la chute, de l'attentat contre les tours à New York, etc. Donc tout ça, ça court effectivement et ça façonne un antisémitisme qui est un antisémitisme en plus de proximité. Et c'est quand même de ce milieu-là qu'ont surgi la plupart des actes, et notamment les actes criminels. Ils ont tous surgi de ce milieu-là, puisque depuis 2006, il y a 11 juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Alors, à partir de là,
comment agir contre cet antisémitisme, hein, puisque c'est peut-être ça qui sera le nœud du débat. Encore, je pense. Alors, comment agir? Je crois que la première chose, c'est justement, c'est de dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire de nommer cette évolution-là et de nommer cet antisémitisme-là, de ne pas hésiter à le nommer. Or, jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'hésitations de la gauche radicale, y compris dans un certain nombre d'appels récents, il y a une relativisation, etc. Il faut nommer cet antisémitisme-là. Quand on ne nomme pas les choses, on ne peut pas lutter contre. Ça, c'est la première chose, et le nommer en partant du ressenti qu'il y a aujourd'hui chez les Juifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Juifs, beaucoup de Juifs ont peur. La gauche radicale doit le prendre en compte et doit considérer qu'à partir de cette peur, les Juifs sont des gens qui sont aujourd'hui subissent une oppression parce qu'ils ont cette peur de l'antisémitisme. Comme la gauche radicale se préoccupe, et elle a raison, du racisme, des différents racismes et des oppressions diverses, elle doit se préoccuper de l'oppression qui pèse aujourd'hui sur les Juifs parce qu'ils ont cette peur de l'antisémitisme. Et ça, je dis ça parce que dans la gauche radicale, il y a une théorisation qui a beaucoup existé ces dernières années. C'est l'idée que les Juifs ne sont pas discriminés. C'est-à-dire que quand vous êtes Juif, vous essayez d'avoir un emploi, en général, ça ne vous empêche pas d'avoir un emploi. C'est pas vrai. Quand vous êtes arabe dans une banlieue, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, on le sait, ça a été prouvé, etc. Il n'y a pas de... Quand vous êtes juif, vous n'êtes pas contrôlé dans la rue par les policiers, comme le sont les arabes, les noirs. Bon, je ne parle pas de ce que vivent les Roms. Ça, c'est une évidence. Mais ça, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas antisémitisme, parce que le racisme n'est pas seulement ce qui s'exerce, qui vient de l'État, mais c'est aussi ce qui vient de la population, d'une partie de la population. Or, les Juifs ne sont pas discriminés aujourd'hui par l'État, et on n'est pas du tout dans le régime de Vichy, ou même avant la Seconde Guerre mondiale, mais comme ils subissent un antisémitisme, ils subissent une certaine oppression. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tout à fait avoir en tête et rompre avec cette idée les Juifs ne sont pas discriminés, donc ça n'est pas quelque chose d'important, un racisme important, etc. Et il faut d'ailleurs rompre avec la hiérarchisation qui est faite. Ce que je viens de dire là, c'est une hiérarchisation que donne une partie de la gauche radicale en disant les plus discriminés, ce sont les Roms, ce sont les musulmans, etc. Il faut arrêter avec cette hiérarchisation. Il y a une autre hiérarchisation inverse que fait l'appel des 300, l'appel de Philippe Val qui dit c'est les Juifs qui sont les plus discriminés, ils sont plus discriminés que les musulmans, etc. Il faut arrêter avec ça. Il y a aujourd'hui différentes formes de racisme, il y a de l'antisémitisme, il y a une oppression qui s'exerce contre les musulmans, il y a évidemment les Roms, etc. Mais il faut essayer d'agir, d'unifier les luttes contre les différentes formes de racisme, mais ces différents racismes ne sont pas les mêmes et ne supposent pas les mêmes luttes. Et ce ne sont pas non plus les mêmes gens qui agissent contre les Juifs, qui agissent contre les musulmans, qui agissent contre les Roms, etc. Donc c'est évidemment complexe, plus complexe qu'avant, mais il faut tenir ces différents... Or, dans les années 2000, vous prenez une organisation comme le MRAP, moi j'ai appartenu au MRAP, certains y ont appartenu. Le MRAP, par exemple, a laissé tomber la lutte contre l'antisémitisme, complètement. Aujourd'hui, ça a un peu évolué. Et ça, c'est effectivement un problème. Donc il faut agir contre tous les racismes. Et puis il faut alors, quand il y a des actes antisémites, il faut se mobiliser. Alors après, comment se mobiliser, ça dépend des moments, hein, mais il faut rompre avec ce qu'a fait la gauche radicale depuis une quinzaine d'années. Hein. Si vous prenez tous les événements antisémites de ces 15 dernières années, la gauche radicale n'était pas présente. Le premier moment important, c'est l'affaire Ilan Halimi. Ilan Halimi, tout le monde sait aujourd'hui que c'est un crime antisémite absolument évident. À l'époque, la gauche radicale n'a pas été présente, en considérant que, d'une part, on n'était pas tout à fait sûr que, etc. Et puis il y aurait peut-être l'extrême droite, alors que dans la manifestation, l'extrême droite avait été chassée par les organisateurs. Et bon, il y a eu une non-présence. L'extrême gauche n'était pas présente non plus, sauf à Toulouse, après les assassinats de Mohamed Merah, dont l'évidence antisémite ne peut pas se discuter. Je crois qu'il faut rompre, il faut rompre avec ça, et il faut agir dans les... Alors,
la discussion aura sans doute lieu, est-ce qu'on manifeste avec le CRIF ou pas, etc. Ça dépend. Le CRIF a commis récemment un tournant très important. Jusque-là, il n'excluait de ces manifestations que l'extrême droite. Et là, il a exclu aussi Jean-Luc Mélenchon, ce qui est un tournant très important, dont on mesure mal, je crois, l'importance, parce que, ce faisant, le CRIF met dans le même sac extrême droite et extrême gauche, et il opère une rupture avec, quelque part, l'histoire juive du XXe siècle, qui était une histoire très centrée sur la lutte contre l'oppression antisémite, et avec son cœur la Shoah, et il remplace ça par la question d'Israël et des Arabes. Et donc ça, c'est effectif. Et évidemment, il envoie ça vers la droite. Il faut savoir que le président du CRIF était dans sa jeunesse au Bétard. Donc là, il y a une rupture très importante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller à des manifestations convoquées par le CRIF ou pas, etc. En tout cas, il faut que la gauche se mobilise. Et bon, que ce soit avec le CRIF, pas avec le CRIF et tout. Par exemple, les 60 000 personnes qui étaient dans la rue le 5 mai et le 26 mai, eh ben, il faut qu'ils et elles soient dans la rue quand il y a des meurtres antisémites, parce que c'est tout à fait aussi important. Et si c'est 60 000 personnes de la gauche, parce que la gauche, elle s'est mobilisée de temps en temps, s'ils sont dans la rue, eh ben, ça changera complètement le caractère des manifestations. Et jusqu'ici, d'ailleurs, la gauche radicale a dit on ne va pas avec le CRIF, mais elle n'a rien tenté d'organiser. Rien. Donc là, il y a une faillite, il faut y remédier, et j'espère que le débat de ce soir permettra d'y remédier. Pour synthétiser, je vais terminer, je crois que c'est à peu près bon, pour une minute c'est bon, pour synthétiser, je vais vous lire, mais alors très très rapidement, quelques lignes de ma conclusion, parce que je crois que ça synthétise bien ma pensée, et d'ailleurs, à la limite, j'aurais pu ne lire que les quelques lignes, ça vous aurait économisé 20 minutes, ce qui aurait été pas mal. Mais je n'aurais pas donné les 20 minutes à mon ami Alain, parce que tout de même, il ne faut pas exagérer. Comme je n'ai rien à lire, tu es obligé de... Il ne faut pas exagérer. Bon, alors il faut que j'enlève mes lunettes, c'est toujours le moment un peu délicat. Ben oui, c'est le moment où les gens se disent, merde, le mec, il est vieux. Bon, alors, parce qu'ils ne s'en étaient pas rendu compte avant. Bon, alors, je vous lis. Chut. J'ai été prof dans le temps. Bon. Là, il faut bien rire de temps en temps. Vous savez que dans le ghetto de Varsovie, les Juifs faisaient des plaisanteries. Hein. Bon, donc là, on en est très loin, heureusement. Alors, je vous lis les quelques lignes, c'est rapide. Les années 2000 n'ont certes pas été une décennie de cristal, vous savez, c'est ce que racontait le CRIF, année de cristal, etc. N'ont certes pas été une décennie de cristal, mais elles nous disent que l'antisémitisme est de retour, que la parenthèse de l'après-guerre n'a été qu'une accalmie. Celles et ceux qui continuent à vouloir changer le monde feraient bien de s'en apercevoir, et de considérer que, s'ils se doivent d'être tous des Arabes, Noirs, musulmans, Roms discriminés, tous des Palestiniens à qui la justice est refusée depuis trop longtemps, il leur faut ne pas oublier de demeurer tous des Juifs allemands. Voilà. Mon ami Cyrulnik. Merci. Je vais juste... Je voulais juste te dire que quand on enlève ses lunettes, au contraire, on fait plus jeune. C'est quand on les met qu'on pense que tu es plus jeune. Voilà, premier moment de divergence. Déjà, première divergence, c'est pas la seule. Bon, je voudrais quand même rappeler une chose, parce que tu l'as évoqué. C'est que le CRIF et le Bétard, non seulement le CRIF est très sur l'orientation Bétard, hein. Soyons clairs aujourd'hui, puisque son dirigeant est un ancien du Bétard, mais pas très éloigné de ce qu'il pensait quand il était jeune. Puis il faut rappeler ce que c'était le Bétard quand même. C'était les alliés dans les bagarres contre l'extrême gauche, et contre la JC d'ailleurs, dans les lycées de l'Occident. C'est-à-dire Kupfer, qui était le dirigeant du Bétard en France, qui est le représentant officiel du Likoud, s'entraînait avec l'Occident et se battait contre nous à l'époque avec l'Occident, et que le jour où Pierre Rousset, lorsqu'il y avait une présence du serviteur de la lycéenne, a été attaqué, blessé, et avec une fracture du crâne devant le lycée Voltaire, Kupfer était avec les gens d'Occident. Ça montre la nature complexe d'une situation qui n'est pas la même, et ce qui d'ailleurs donne une connotation un peu compliquée de l'interprétation des sondages. Parce qu'entre une époque où la communauté juive française était dans le, on va mettre entre guillemets, dans le camp progressiste, à gauche, et un retournement majoritaire de la communauté, l'idée de l'angoisse, de la peur et de la solidarité même inconditionnelle avec Israël a basculé, et il n'est pas étonnant qu'il se traduise dans les sondages. Voilà, quand même pour le dire.
La deuxième chose que je tiens à dire avant le débat de fond, c'est que personne n'a envie de banaliser un quelconque acte antisémite. Et je vais même dire que c'est même un élément sur lequel il faut être attentif, mobilisé en permanence, il n'y a aucun problème. Mais comparaison n'est pas toujours raison. On peut caractériser un acte d'antisémite. Par contre, la fonction politique, le sens d'un acte ne peut pas être interprété de la même manière suivant le contexte dans lequel il se déroule et la manière dont il est revendiqué. Alors je vais dire une chose simple, Mera, le commerce cachère de Vincennes, il n'y a pas de problème parce qu'il se symbolise dans une action militante revendiquée contre l'Occident et le sionisme. Il n'y a pas de problème. Il est clairement, donc c'est clairement une bataille politique, une expression politique qu'on caractérise comme on veut, liée au terrorisme djihadiste, mais qui a un sens et qui a un engagement politique revendiqué. Et dans ce cas-là, la bataille, elle est de certaine nature. Pour Halimi, je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne devrait pas y avoir de réaction par rapport à Halimi. Mais on ne peut pas même mettre Halimi, même après les discours antisémites du gang des barbares, sur le même plan qu'une stratégie politique de gens qui se reconnaissent et qui s'identifient à ce que veut dire Daesh du point de vue politique. Mais alors, si on va un peu plus loin, il faut quand même le dire, c'est le dernier. C'est Mireille Knoll, parce que, bon, que ce soit d'ailleurs antisémite ou pas, et je vous ferai remarquer qu'il y a eu une manif appelée, qu'entre-temps, presque toute la presse a fait un petit article pour dire qu'il n'est pas sûr que la caractérisation rapide du juge, parce que c'est le juge qui caractérise quand même, du fait antisémite a priori, soit réellement maintenu à la suite, vu les caractéristiques des deux bonhommes, mais quand même, il n'y a pas un lien, une équation qu'on peut faire entre ce type d'événements que je condamne, de même que je condamne d'ailleurs tout type d'action crapuleuse, et la logique de Mera, ou la logique de Vincennes. Et je vais même dire une chose que je n'ai aucune gêne à dire, c'est que c'est vrai qu'il est assez incroyable et questionnant, pour moi comme pour les autres, qu'il y ait une réaction si faible sur l'agression antisémite, les meurtres antisémites de Mera au nom de Daesh à Toulouse. Il n'y a pas de problème. Et c'est sûr qu'il y a Alors le vrai problème qu'on a, mais qui ne mériterait pas d'avoir un problème, c'est avec qui on appelle dans ce genre de truc-là. Ce qui est vrai. On n'a pas eu ce questionnement-là du temps de Copernic, mais il y avait une raison différente. C'est que l'évolution à droite générale de la société ne portait pas dans le vent le courant, les organisations politiques de droite pour justifier derrière un autre positionnement qui est derrière la lutte contre l'antisémitisme, une lutte contre tous ceux qu'on devine dans l'évocation, mais qu'on ne cite pas, qui sont ceux d'origine étrangère, mais pas les mêmes, les autres. Ceux du Sud, ceux qui ont le teint bronzé et la couleur sur la peau. C'est un vrai problème, c'est pas si simple que ça. Alors, donc on peut traduire toute agression antisémite, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le débat, c'est nouvelle forme d'antisémitisme. Bien. Je pense que personne ne peut penser le contraire, qu'à chaque époque, les formes de racisme et d'antisémitisme évoluent et correspondent à des expressions spécifiques aux rapports politiques et aux combats politiques qu'on mène les uns les autres. Certes. Mais je pense aussi, et c'est pour revenir en même temps en référence au Bétar, au Likoud et à qui dirige le CRIF, par exemple, aujourd'hui, que la politique d'Israël aujourd'hui, parce que si on compare, parlons de ce qui est comparable, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie maintenant, d'accord ? Et en Italie, les gouvernements qui sont arrivés en place peuvent être pas comme cochons avec le gouvernement israélien, hein, parce que c'est à peu près, à quelques différenciations près, la même nature politique, c'est-à-dire extrême droite et néo-fasciste au pouvoir. Un gouvernement israélien qui dit qu'il faudrait stériliser, des gens du gouvernement israélien qui disent, pas tous, hein, je dis, qu'il faudrait envisager à stériliser les Israéliens arabes parce qu'ils se reproduisent plus vite que les Juifs israéliens, c'est pas banal. Il ne faudrait pas le banaliser d'ailleurs. Bien. La deuxième chose, il faut dire, c'est que la revendication exacerbée
de l'État d'Israël comme un État juif est questionnante. Pourquoi? Parce que nous avons, en tant que militants d'extrême gauche, certains des courants trotskistes, longtemps combattu l'idée qu'un peuple est collectivement responsable et que donc à chacun son boche n'était pas meilleur mot d'ordre. Mais si un État se revendique comme l'État des Juifs, l'État juif, c'est pas étonnant que le mot d'ordre équivalent à chacun son boche ressorte. C'est à chacun son juif. Mais non, je ne dis pas en le justifiant, je suis absolument contre ce mot d'ordre. Mais l'équivalent du nationalisme, du chauvinisme des uns, il n'y a aucune raison qu'il ne se retrouve pas pour les autres. Troisième élément que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas assimiler tous les mouvements et les batailles dans des camps identiques. Tu dis dans ton livre qu'au moment de la guerre, la victoire de 48-49 s'inscrit dans la bataille pour le droit des peuples à s'émanciper, pour l'indépendance, et dans le cadre des batailles contre la mainmise des colonies. Mais je voudrais savoir une chose quand même, en Israël, c'est l'indépendance par rapport à qui? La victoire de 49 du mouvement sioniste, c'est la victoire par rapport aux Palestiniens, aux pays arabes, aux Anglais, l'impérialisme anglais, on ne sait plus. Donc moi je dis, il n'y a pas une continuité de période historique entre la création de l'État d'Israël, lutte d'indépendance, c'est pas une lutte d'indépendance, c'est une lutte d'appropriation. Pour le moment, c'est pas un État qui appartenait au peuple juif, si le peuple juif existe, ça peut se discuter, et qu'il le récupère parce qu'il est occupé par d'autres. Bien. Ce qui n'est pas si simple que ça, et ce qui détermine pas mal de choses assez ambiguës dans tout le débat depuis le début. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est sur l'histoire, parce que le débat, il n'est pas neutre là-dessus, c'est sur l'histoire du sionisme. Tu dis souvent dans ton livre, on pouvait être antisioniste avant la création d'Israël, on ne peut plus l'être après. Grosso modo, la création d'Israël légitime l'État d'Israël. Alors on va rectifier. L'existence de l'État d'Israël est un fait établi qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de formuler non à l'existence d'Israël sans formuler implicitement les Juifs à la mer. Soyons clairs. Et personne ne revendique d'ailleurs ça. C'est une autre chose de dire que de tout temps, l'existence de l'État d'Israël était légitime. Qu'est-ce qui fonde la légitimité d'un État dont le lien commun serait l'appartenance à une même religion? Surtout pour un État religieux quand même. L'État dont le fondement du mariage et des droits est basé sur le fait d'être juif au départ et d'être religieux. Même le mariage n'est pas un mariage civil. Et que les droits pour les uns ne sont pas les mêmes que pour les autres. C'est-à-dire que les droits pour les Arabes israéliens ne sont pas les mêmes, les droits et les obligations d'ailleurs, ne sont pas les mêmes que pour les Juifs israéliens. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, comme dans le débat et dans l'identification. Pourquoi? Parce que le mouvement sioniste au départ, il a une politique, qui crée une logique qui va être, à la base, va générer une réaction très fortement anti-juive des colonies, des premières colonies sionistes en Israël. Pourquoi? Parce que d'abord, il crée une chose qu'il serait quand même bon de rappeler, c'est que pour affirmer son emprise sur les territoires qu'il commence à occuper, avant la création d'État d'Israël, il crée ce qu'on appelle le travail juif. Vous savez, peu de gens savent ce que c'est que le travail juif. Le travail juif, c'est que les entreprises juives ne peuvent recruter et embaucher que des travailleurs juifs. Vous voyez, je veux dire, ça rappelle d'autres choses quand même. Il y en avait d'autres qui étaient interdits dans certaines entreprises d'être embauchés et ont été virés avec l'accord quand même, du Premier ministre anglais. C'est en 1931, et ça se pratique, et ça se généralise. C'est pas gratuit tout ça, hein. C'est jamais gratuit lorsque ça va inscrire. Cinquième point qui a mérite et questionnement, l'antisémitisme est un phénomène qui est ancien, vieux, qui a traversé presque toute l'Europe. Paradoxalement, il a beaucoup moins traversé le Maghreb. Beaucoup moins il a traversé le Maghreb. Parce que le mouvement sioniste, il est quasiment inexistant au départ dans le Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il est quasiment inexistant. On pourrait même dire que le seul événement qu'on connaît dans cette partie du monde, c'est l'histoire de Constantine, c'est ça, hein? Le programme, voilà. Quand on peut citer en Europe combien il y en a eu, la comparaison, et il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, ce n'est pas un climat. On peut même pas dire
que c'est une logique récurrente des conditions de vie de la communauté juive au Maghreb en général. C'est pas gratuit tout ça, ça a un sens. Qu'est-ce qui fait que... Et la troisième chose, c'est quel est le comportement du sionisme par rapport au pire ennemi des Juifs, qui est fascisme, très ambigu, très ambigu. Moi, je veux bien qu'on reproche à la partie de l'extrême gauche de ne pas avoir compris la spécificité du fascisme et du nazisme. Il faut interpeller d'abord le sionisme, qui d'abord a passé plusieurs accords pour essayer d'obtenir que ceux qui étaient d'accord avec eux pour émigrer en Israël puissent partir. D'accord ? C'est le cas des Juifs hongrois. Hein. C'est le cas des Juifs hongrois, d'une partie des Juifs hongrois. Alors, ils ne sont pas tous arrivés, il y a le dernier convoi qu'on voit dans les photos d'Auschwitz, c'est les Hongrois qui sont exterminés à Auschwitz. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'une partie du comportement sioniste, c'est quand même ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut lire et relire ce que disait Ben Gurion. C'est intéressant, on lui pose une question. Qu'est-ce que vous préférez ? La moitié des Juifs allemands, des enfants juifs allemands en Israël, ou la totalité des enfants juifs allemands sauvés en Angleterre? Il répond tout simple. Hein. Je préfère la moitié des enfants juifs allemands en Israël. C'est, dans tous les livres, vous pouvez trouver ça. Il faut regarder la déclaration de Ben Gurion sur ce choix-là. Donc le choix du sionisme, ce n'est pas fondamentalement la lutte contre le fascisme. C'est pas ça du tout. Hein. C'est après que ça arrive. La troisième chose, c'est de le relire. Et c'est intéressant, j'ai amené un livre ainsi, je vous montre juste le titre. Il s'appelle Le 7e million, qui est de Tom Segev, qui est un historien sioniste, hein. Pas de l'extrême droite, mais sioniste. Non, de gauche. De gauche, voilà. Et qui se revendique sioniste, c'est pas ça. Et il raconte quand même que les journaux des mouvements sionistes en Israël, en Palestine à l'époque, c'est pas encore Israël, quand ils relatent les événements, de la solution finale qui commence à s'exercer en Pologne et en Roumanie et en Hongrie. Petit entrefilet. 300 000 juifs tués, déportés et tués en Hongrie. 150 000 juifs dans un pogrom tués. Donc je veux dire, c'est assez intéressant de voir la manière dont, lorsque ce n'est pas l'objectif essentiel, le sionisme relativise énormément la place de cet événement qui nous a tous traumatisés, tous marqués. Je parle pour les gens d'origine. Moi, je suis d'origine juive, russe et polonaise, et je peux vous dire que, contrairement à ce que tu crois, d'abord, dans l'extrême gauche, ça n'a jamais été caché. Ça n'a jamais été caché. On m'a dit que je vais même vous raconter un événement quand même pour que vous sachiez, parce que ça montre le caractéristique du lien historique. C'est pas 20 ans après, ou dans le film de Florence, où on réfléchit à pourquoi on s'engage. Mais en 71, la Ligue organise un camp en Corse. Et on fête la victoire de la Moncada. Et il y a un grand banquet qu'on organise avec la délégation cubaine, la délégation chinoise, la délégation PC, la délégation française et la délégation du Bund juive. Je me rappelle même, chacun fait ses mots d'ordre, et nous on avait sorti un mot d'ordre qui va peut-être t'interpeller. On avait sorti une brochure, une parodie de brochure qui s'appelait La maladie sénile du communisme, le gaullisme. Donc ça, oui, non mais je pense que donc cette continuité-là, elle existe. Alors maintenant, sixième point. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est l'idée qu'il y a une tentative objective de criminaliser toute politique exprimant un antisionisme actif. C'est-à-dire antisionisme égale maintenant antisémitisme. C'est une campagne systématique, organisée, soutenue par Lévy, Ben Soussan quand même, non, comment s'appelle l'historien Ben Soussan. Il y en a un qui s'appelle Ben Qui est quand même un personnage qui est maintenant, qui travaille pour la mémoire de la Shoah, et qui a quand même réussi l'exploit de faire en sorte que le débat sur l'antisémitisme, il n'a invité que les gens qui ont signé la pétition à laquelle il participe sur le nouvel antisémitisme, qui est un vrai scandale, hein, grosso modo. Et Bernard Henry qui dit que toute personne qui critique Israël et qui est contre l'existence telle qu'elle est d'Israël est antisémite. Alors précisons une chose sur antisionisme aujourd'hui. On pouvait être antisémiste avant, on ne peut plus être antisémiste aujourd'hui sans tomber dans un antisémitisme, une ambiguïté antisémite. Quand on dit qu'on est antisioniste, on n'est pas pour la destruction d'Israël. Hein. La position
des militants extrême gauche, c'est pas ça. La position des militants extrême gauche, c'est que quand on est anti-sioniste, on est pour qu'on désionise l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on lui demande d'arrêter les lois qui font que, d'arrêter le mariage uniquement religieux, d'arrêter les lois de discrimination par rapport aux Israéliens arabes et de transformer cette démocratie, parce que c'est une relative démocratie, quand même, je ne conteste pas, personne ne dit que c'est un État, une dictature. Mais par contre, c'est un État où les droits ne sont pas les mêmes suivant l'origine qu'on a ou la religion qu'on a. Et ça veut dire que la structure sioniste de l'État d'Israël doit être remise en cause pour permettre qu'un État israélien démocratique et composé de toutes les communautés qui y vivent et qui y résident, puissent partager les mêmes droits, les mêmes obligations, même des fois avec des orientations politiques catastrophiques pour les uns comme pour les autres. C'est ça, être antisioniste aujourd'hui, et ce n'est pas... Alors, il y a certains qui ont la caricature sur le thème « ils font leur valise, ils repartent », mais ce n'est pas le cas de ceux dont on parle entre nous, avec toi Robert, et en tout cas pour moi, c'est pas du tout le cas ni pour les amis. Bien. Le dernier point, c'est... Et je disais que dans l'appel, on mettait contre tous les racismes, l'antisémitisme et l'islamophobie. Alors, disons les choses clairement, je ne suis, et je n'ai jamais été, un fanat de la défense d'une pratique religieuse quelle qu'elle soit. Je dirais même qu'il y a une partie du débat laïque qui est très ambiguë. Je vous dirais qu'à une époque, la Ligue n'a pas été dans une défense systématique du combat laïque. C'était plutôt le propre de la social-démocratie, de la FEN et des syndicats réformistes. Pourquoi ? Parce que on devrait relire les déclarations de Jules Ferry pour défendre la laïcité. C'est assez intéressant. La Ligue avait sorti une brochure sur les écrits de Jules Ferry, c'est intéressant. C'est-à-dire que Jules Ferry était pour que l'Église s'occupe des âmes et que la République s'occupe des citoyens. Mais, ajoutait-il, il est très important que l'Église s'occupe des âmes parce que l'Église permet aux citoyens d'avoir une morale qui est à la hauteur des ambitions de la République. C'est quand même pas gratuit de dire ça. Ça, c'est une partie du combat laïque. C'est aussi une partie du combat laïque. Il faut l'entendre. Donc quand on dit le problème, c'est que l'islamophobie est devenue autre chose. C'est que quand les gens parlent islamophobie, il est devenu une opération assez bien menée, et par les courants les plus à droite de la gauche, la droite et le Front National, pour pouvoir évoquer les blacks et les beurs. Quand on parle de l'islam radical, maintenant tout le monde pense les Maghrébins et les Africains qui sont de religion musulmane. C'est simple. Ça évite de tomber sous l'accusation de racisme et ça en même temps permet de créer, continuer à l'idée qu'on identifie sous un autre symbole la communauté qu'on veut viser et qu'on veut stigmatiser. Et du coup, je dis, il faut dénoncer cet abus de langage qui fait qu'à la place des melons, des ratons et des bamboulas, on parle maintenant des islamistes intégristes qui ont la même couleur que les autres, mais qu'on fait croire que ce n'est pas les mêmes. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que je suis contre et mener une bataille sur le même plan dans la fonction qu'a aujourd'hui les déclarations contre l'islam qui frisent systématiquement l'islamophobie. Et j'ajouterais juste un point. C'est que lorsqu'on dit, par exemple, comme tu le dis, des fois, je ne dis pas que tu le penses, ce n'est pas pareil. Certains jeunes de banlieue, vous pensez qu'on pense à qui ? Quand on dit certains jeunes de banlieue, moi je peux vous dire qui c'est les jeunes de banlieue. Parce qu'il y a une formule qui est tellement bien élevée qu'elle en est presque indigente et gênante. Les jeunes de banlieue en question, c'est les Maghrébins et les Blacks, c'est pas les autres. Les autres, ils sont plutôt même mal à l'aise dans leur basket là-bas. Et pour les autres jeunes juifs, alors c'est pire, ils déménagent à tour de bras et ils partent. Voilà. Donc je voudrais dire juste une chose. Les sondages s'adressent à une communauté qui, pour le moment, dans une défaite de la gauche démocratique ou de la gauche plus radicale, a basculé dans un courant droitier et sous l'influence de la droite. Et donc, du coup, ils sont favorables à ce que représente la logique politique de l'État d'Israël et de la droite qui la soutient et des États-Unis qui la soutiennent. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faudrait... Ça mériterait de prendre avec des pincettes cette histoire de sondage. Mais la deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'on puisse calculer le nombre de départs, de déménagements des Juifs et l'assimiler à une peur. J'ai quand même la faiblesse de penser que si j'étais aujourd'hui, pas juif d'origine russe, mais maghrébin
ou marocain, ou sénégalais, j'ai plus peur quand je me balade dans Paris que quand je suis juif et que je me balade normalement dans Paris. C'est pas aussi simple que ça. Je ne dis pas qu'il faut banaliser l'antisémitisme, mais exagérer ça a un sens politique, c'est de conditionner certains combats à l'obligation de commencer à reprendre une douleur mémorielle que je ne nie pas, mais qui n'est pas de même nature que celle qu'on a connue. Dernière chose, tu dis, les juifs sont discriminés. Ce terme, dans certains cas, si, c'est juste. J'essaie de conclure, Alain, s'il te plaît. Je conclue. Ce terme est juste. Dans ton livre, tu dis autre chose. Dans ton livre, tu dis, les antisémites origines ne veulent plus reconnaître l'oppression des juifs. Alors je vais te dire une chose. Les ouvriers juifs, les marginaux juifs, les ouvriers arabes, les marginaux arabes, les ouvriers blancs, les marginaux arabes sont opprimés. Mais la discrimination, elle peut concerner dans certains cas les maghrébins, les musulmans, certains juifs dans certains lieux, mais ce n'est pas comparable. Et la comparaison n'est pas du tout raison. Alain, tu as cité un extrait de mon livre sur le sionisme et sur Israël. Je ne dis pas que ça, hein, et je ne dis pas que c'est seulement un mouvement de libération nationale. Et il y a une série de critiques importantes. Alors après, est-ce que c'est, comme l'a dit Laurent, est-ce que tout vient de là et est-ce qu'il faut... Alors, d'une part, je pense que le débat aujourd'hui, c'est sur l'antisémitisme. Est-ce que tout vient de là? Il y a un rapport avec ce qui se passe en Israël. Il ne faut pas le nier, y compris dans les moments des actes antisémites, je l'ai dit. Mais, par exemple, dire que tout vient du CRIF. Par exemple, quand vous avez les premiers actes antisémites en 2000, le CRIF n'a pas encore fait beaucoup de déclarations. Et par ailleurs, je ne suis pas persuadé que tous les jeunes de banlieue lisent en détail ce que dit le CRIF. Donc, je ne suis pas persuadé que ça vienne de là. Et quand vous discutez... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des jeunes de banlieue qui émettent des points de vue antisémites, ils ne vous parlent pas d'abord d'Israël, ils vous parlent d'abord de la puissance supposée des Juifs. Hein. Mais bon, voilà, après, la question d'Israël, effectivement, elle existe, elle joue un rôle, etc. Par ailleurs, Laurent, moi aussi j'étais à la manifestation pour Ilan Halimi, moi j'ai pas entendu les mêmes choses, j'ai entendu quelqu'un qui disait « c'est bien qu'il n'y ait pas le Front National » et quelqu'un d'autre qui disait « pourquoi il n'y a pas le MRAP ?» Donc c'est un petit peu différent, mais il y a sûrement des diversités dans les manifestations. Après, autre chose, j'ai jamais dit que les Juifs aujourd'hui étaient discriminés. J'ai dit le contraire. J'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination. Quand un Juif veut un emploi, il n'est pas discriminé comme l'est un Arabe, un Noir, etc. Un Juif n'est pas contrôlé dans la rue comme les Arabes. Là, je l'ai dit très nettement. Donc il ne faut pas dire que j'ai dit qu'il y avait discrimination. C'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça parce que je ne le pense pas. Il n'y a pas discrimination, mais il y a oppression. Il y a oppression parce qu'il y a antisémitisme. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Par exemple, pendant le début de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste expliquait que la répression nazie s'exerçait contre les juifs pauvres. Et les juifs riches, Rothschild, etc. ne seraient pas touchés. Or, la première grande rafle qu'il y a en décembre 1941, c'est sur une partie de la bourgeoisie juive, des bourgeois, des avocats, etc. C'est-à-dire que quand on était juif en 1941, même si on était bourgeois, on pouvait finir dans la chambre à gaz. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, par exemple, tout le débat au moment de l'affaire Dreyfus. Tout le débat, c'est ça, à la gauche, dans les socialistes. Il y a les socialistes qui disent « Dreyfus, c'est un bourgeois ». Dreyfus, c'est un bourgeois. Eh bien, Jaurès, il répond ça. Il répond « Si Dreyfus est illégalement condamné, si Dreyfus est innocent, il n'est plus ni un officier ni un bourgeois, il est dépouillé par l'excès même du malheur de tout caractère de classe, il n'est plus que l'humanité elle-même au plus haut degré de misère et de désespoir ». Ce texte magnifique de Jaurès, qui dit pourquoi il faut soutenir Dreyfus, eh ben on peut l'appliquer aujourd'hui. Et quand on me dit sur les gens qui partent, c'est les gens qui partent vers le 17e parce qu'ils ont les moyens, je m'en fous. Je m'en fous. Ce sont les gens qui partent parce qu'ils ont peur de l'antisémitisme. Qu'ils soient des bourgeois ou pas des bourgeois, ça n'est pas le problème. Et c'est ça la leçon très importante que Jaurès nous donne par rapport à l'affaire Dreyfus. Et je crois au contraire que le nombre de juifs qui veulent partir qui partent pour Israël, où c'est pas si facile, mais c'est vrai qu'il y en a qui reviennent, le nombre de juifs qui partent pour Israël, le nombre de juifs qui quittent leur quartier, le nombre d'enfants qui partent des écoles, j'ai cité dans mon livre plusieurs affaires impliquant un enfant juif. Hein. Et ben, qui est-ce qui est parti à la fin? C'est l'enfant juif, toujours, toujours. Donc il y a des milliers d'enfants juifs qui ont quitté les collèges 60 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et la gauche radicale n'a rien dit. Et les syndicats enseignants n'ont presque rien dit.
sauf dans certains endroits comme à Montreuil, etc. Ça, c'est effectivement grave. C'est ça qu'il faut discuter. C'est pas la question de l'Ouganda, excuse-moi Gérard. Et dernière chose, comment on lutte? Effectivement, c'est ça la question qu'il faudrait aussi discuter. Le problème, c'est que la gauche n'a rien fait pendant 20 ans. Quand vous faites rien pendant 20 ans, eh ben, c'est les autres qui font, c'est le CRIF qui fait. Donc il faut qu'aujourd'hui, la LDH, le MRAP n'a rien fait. Il y a des milliers de gens qui ont quitté le MRAP. C'est une honte absolue, le MRAP, sous la direction de Blue Daouli. Eh bien, il faut que la LDH, le MRAP, prennent des initiatives. Il faut qu'il y ait 60 000 personnes de gauche qui soient dans la rue, et on ne parlera plus de l'influence du CRIF. Mais ça, c'est pas encore fait, et le débat d'aujourd'hui montre qu'il y a des réticences importantes. Alain, il y a encore 4 inscrits, dont vous d'ailleurs. Bon, Vous êtes prévu, vous êtes en face. d'abord, Alain. oui, d'abord, disons les choses simplement et essayons de pas. On peut avoir un débat passionné et pas être agressif entre nous, c'est pas la peine. Alors, la première chose, par rapport à ce que disait Charles, je voudrais quand même dire une chose. Aujourd'hui, on sait d'où vient Copernic, mais je pense que ça ne m'empêcherait pas, en tout cas pour moi, d'aller à une manif pour dénoncer Copernic. C'est pas la même chose du tout. Voilà. Bon, le fait est que oui, il y a des courants de lutte des pays, des mouvements palestiniens qui étaient avec lesquels on ne pouvait pas fricoter. Ça fait très longtemps que je disais que l'ambiguïté de la présence de certains dans les mouvements de solidarité avec la Palestine aurait dû être interpellée. Hein, les liens de genoux qui financent l'international brûle avec le mouvement palestinien, et on aurait dû le dénoncer, et je le dis avec aucun regret et aucun mal à l'aise. Par contre, je dois dire une chose. J'entends ce que tu dis quand tu parles des élèves qui sont maltraités en tant que juifs dans une école. Alors moi je pense que ça me fait penser à l'exemple que tu donnes du lycée Montaigne. Gamin, 11 ans, d'accord? Alors moi je suis pour sanctionner, je ne suis pas pour les faire. Mais quelle sanction? Alors j'ai déjà eu le cas, parce que moi j'étais éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, et il y a un éducateur du service tribunal qui me dit j'ai un gamin qui a été amené au tribunal pour insulte antisémite par rapport à un autre jeune. Alors je lui dis qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lui demande de faire une rédaction, pourquoi il ne faut pas être antisémite. Je lui dis, à mon avis, d'abord, tu risques d'attendre longtemps avant qu'il rédige, et ensuite, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moyen. Je lui dis, par contre, moi, je serais toi, et je dis la même chose pour le lycée Montaigne. Je prendrais avec lui le temps de lire Si j'étais un homme, et de discuter de ce qu'est Si j'étais un homme. Et de me dire que, et en même temps, de discuter, de lire ça avec les gamins qui ont été victimes, pas tout seul dans son coin contre les autres. Alors bien sûr, parce que je pense que ça ne méritait pas l'exclusion définitive, c'est un autre problème de pourquoi l'autre part. J'ai vécu ça, j'étais au lycée Pasteur. Je rentre dans une classe, et il y a un gars qui me dit « Tiens, le Dupin arrive ». Donc je me retourne vers le surveillant général et je dis « Vous faites quoi ?» Je ne demandais pas à ce qu'il le vire du lycée, je demande à ce qu'il le vire de la salle de permanence. Il n'a rien fait, j'ai été exposé la tête au gars qui m'a traité ça, mais c'est pas ça. C'est que moi j'ai été viré. C'est que moi j'ai été viré. Non, mais j'ai été viré parce que le censeur était antisémite, le proviseur était antisémite, un truc, et qui dit je comprends pas pourquoi votre fils était choqué par la phrase qu'on lui a dit. Ah oui. De même que dans mon travail, quand la juge Choukroun fait un jugement, ma collègue syndiquée avec moi me dit ah, la juive Choukroun, elle fait chier, elle condamne tout le monde. Et je dis, par contre, le juif machin, là, qui met tout le monde en centre fermé, qui condamne avec lui, non. Ah, mais lui, il n'est pas juif, elle est juive, et en plus, elle a du fric, immédiatement. De même que je sais que plein de gens ont pensé que mon salaire, en tant que juif, était un complément de toute la fortune que je cassais derrière. Mais c'est pas grave. Pas malheureusement. De même que quand ils ont ouvert... Quand le camp de Auschwitz a été libéré, les Polonais à côté ont été fouillés pour voir s'il n'y avait pas le trésor qu'ils avaient quand même emmené avec eux jusque dans les fours crématoires qui étaient planqués sous le sol des cendres des gens qui sont sortis des fours crématoires. Donc ce problème-là, moi je ne suis pas pour sous-estimer. Mais je suis, si on ne sous-estime pas ça, qu'on ne sous-estime pas ce que c'est, que le quotidien où on te renvoie la couleur de ta peau, la religion que tu as, et la famille et tes traditions religieuses et culturelles. Et ça, c'est tout aussi négatif. Ouais. Alors maintenant, disons une chose simple, et je termine juste là-dessus. Qu'il y ait de l'antisémitisme, personne ne le conteste.
Mais par contre, ce n'est pas la même chose. Je disais l'exemple de à chacun son Bosch, et pour d'autres pourraient dire à chacun son juif. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'ils ont regardé la politique d'Israël, mais par contre, ce qu'ils regardent, parce que depuis qu'il y a la télé et Internet, ils voient ce que subissent les Palestiniens. Et moi, quand j'étais éducateur en foyer en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes qui étaient le les Untermenschen de l'intellectualisme des jeunes, parce qu'ils étaient placés pour délinquance, trafic de drogue et tout, un jour ils me disent putain, les juifs, c'est des fumiers ce qu'ils font aux Palestiniens. Je hais les juifs. Je dis, t'as pas de chance, j'en suis un. Je me dis, ah, vous êtes juif, vous, comment vous faites? C'est étonnant que vous ne ressemblez pas aux autres. Ce qui est peut-être vrai. Pourtant, tout le monde me dit que je suis très. Mais ceci dit, derrière ça, cette réflexion, qui a une connotation anti-juive et antisémite, n'est pas de même nature que que par exemple, la bande des barbares qui tue le juif parce qu'il est riche et qui veut lui faire, et qui téléphone au rabbin pour obtenir le fric. Voilà. Donc je dis, tout n'est pas de même nature. Il y a un antisémitisme qui est lié à la politique qu'ils subissent, aux frustrations qu'ils subissent. Et il y a une chose, malheureusement, c'est qu'on subit des vexations. On subit un antisémitisme, mais on ne subit pas une élimination sociale. Les deux ajoutés dégénèrent vers une logique qu'on a du mal à contrer là. Qu'est-ce qu'on peut faire? À minimum, ce qu'on pourrait faire, à défaut de défiler avec le CRIF, ce que je me refuserais toujours à faire, bien, c'est à moi de faire un meeting pour dénoncer l'antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination. Que des gens et des discours plus qu'ambigus, des réflexions antisémites, racistes, de tout ordre, n'est pas tellement étonnant dans le contexte actuel où il y a près de 30% qui étaient du côté Front National. Si on ajoute LR et le virage extrême droite, très à droite de LR, et l'ambiance générale. Que des courants d'extrême droite, xénophobes, racistes, se masquent derrière le discours antisioniste ou anticolonialiste, c'est pas non plus nouveau, hein. C'est pas non plus très nouveau. Donc je veux dire, ça n'enlève pas la légitimité de ceux qui mènent le combat antisioniste avant que les autres se drapent de ce discours ambigu pour le transformer en son contraire. Voilà. Donc je ne dis pas que tous les gens qui se disent antisionistes sont du beau côté du manche, mais je dis que la plupart des gens qui mènent le combat antisioniste sont quand même du bon côté du manche. La chose est simple, c'est que, en tout cas pour moi, et même pour une grande partie de militants extrême gauche, être antisioniste, c'est pour que l'État d'Israël devienne l'État d'Israël laïque et sans droit distinct suivant la communauté religieuse, culturelle à laquelle on appartient. Point. Je ne conteste nullement les ambiguïtés et les discours scandaleux des dirigeants arabes ou des pays du Maghreb sur la question palestinienne, sur les complicités de discours. Non, non. Et je dois dire que derrière ça se masque une autre chose qui est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Bon. Ceci dit, d'abord, comme diraient d'autres, ils ne sont pas tous de la même nature et de ces mêmes compromis, d'abord. Et ensuite, je dirais que j'en connais d'autres qui ont fait ça. C'est l'IRA qui était pro-allemand contre les Anglais. Et je ne pense pas que l'IRA était pour l'extermination des Juifs obligatoirement. Donc je veux dire, les erreurs, les folies de s'associer avec n'importe qui momentanément défend nos intérêts contre d'autres, n'en font pas nos alliés. Et c'est une folie qui coûte cher dans beaucoup de luttes. Dans beaucoup de luttes. Troisièmement, par rapport à ce que disait Ariane, il y a un petit problème quand même, parce que personne ne doute qu'il fallait dénoncer les expulsions massives dans l'Europe au lendemain de la guerre. Mais d'abord, je te dirais que l'occupation des terres en Palestine, c'est avant la fin de la guerre, c'est avant le début de la guerre même. Hein? Faut pas refaire l'histoire en la ramenant à la fin de la guerre. C'est avant le début de la guerre. C'est même pour ça d'ailleurs qu'une partie du mouvement sioniste a eu du mal à s'associer et à organiser une partie de la résistance contre le génocide des Juifs. C'est même pour ça. Je dirais même qu'il y a plusieurs déclarations du représentant du Fonds social juif, du représentant et de Begin qui disent « Ils ne rendent pas service à notre cause, ils ne rendent pas... » Bon, non, ils parlent des sionistes, je suis d'accord. Hein, bon, voilà. Donc, ne mélangeons pas tout. Je suis d'accord pour dire
qu'on n'a pas été à la hauteur sur des sujets. Et je vais dire, le premier sujet sur lequel on n'a pas été à la hauteur, l'extrême gauche, y compris la Ligue, c'est que dans l'histoire de notre mémoire, normalement, on aurait dû inscrire le soulèvement du ghetto de Varsovie, parce que c'est le premier combat qui est un appel international par-dessus les frontières et par-dessus les nationalités pour s'affronter au fascisme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là-dessus, il y a quelques camarades qui ont pensé. J'ai été à toutes les commémorations pour accompagner ma grand-mère qui allait à celle faite par les communistes sur le soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais par contre, vous savez qui est le premier à agresser la commémoration du ghetto de Varsovie? Le Bétard, qui est venu, qui non seulement a commencé à taper les personnes de l'IGRE, qui étaient des personnes qui n'avaient même plus l'âge de pouvoir éviter parce qu'ils bougeaient trop lentement, mais en plus, je me suis fait traiter par ces mêmes personnes-là de sale Lupin de Taras. Voilà, c'est pas si simple que ça, la vie entre les sionistes d'extrême droite, et le sionisme n'est pas encore homogène. Voilà. Je ne dis pas que tous les sionistes, d'ailleurs, sont racistes. Point. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça et je ne le démentis pas. Par contre, ce que je dis, c'est que pour commencer à faire quelque chose, il faut en effet avoir la décision qu'on peut proposer à ceux qui n'ont pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est une partie de la frontière entre ceux qui utilisent les malheurs des uns pour monter la haine des autres. D'accord? Bien. Et l'ambiguïté, c'est aussi une partie de la droite et du CRIF qui joue là-dessus. Je me dis que personne n'interdisait à Ensemble, au NPA, à qui que ce soit, d'appeler à un meeting, parce que les manifs, on n'est pas assez forts, mais il faut faire à la hauteur de ce qu'on peut, pour dénoncer l'antisémitisme explicite, appeler à la solidarité de toutes les communautés contre les comportements ignobles et inadmissibles de quelques communautés, de quelques individus ou partis ou formes politiques que ce soit. Personne ne l'interdit ça. Mais sinon, les autres solutions et les alternatives, franchement, c'est pas moi tout seul d'abord qui pourrais les avoir. Je ne sais pas qui a des idées là-dessus, ni lui, ni moi, en tout cas, autre que celle-là, ce type de revendication-là. Robert. Oui. Ouais. Là, je trouve qu'il y a une chose très, très positive, c'est d'une part qu'il y a beaucoup de monde qui est venu et que ça passionne. Par contre, je tire du débat une conclusion mitigée. Une conclusion mitigée, pourquoi? Parce que il me semble que les problèmes que la gauche radicale a par rapport à l'antisémitisme, ils sont à peu près entiers. Alors je n'espérais pas avec mon livre avoir résolu les problèmes, mais malheureusement, en entendant Alain, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est les mêmes choses qu'on entend depuis 20 ans. Et avec ça, ça ne bougera pas. Alors il y a le sionisme, alors en plus, tout le monde est d'accord sur la politique de l'État d'Israël, etc., mais il y a des retours en plus historiques, etc., qui sont très simplificateurs. L'histoire du sionisme est une histoire compliquée. Hein. Tu as parlé, par exemple, d'une certaine complicité ou vaguement avec le nazisme, etc. Par exemple, dans les 5 dirigeants de l'organisation juive de combat du ghetto de Varsovie, dont tu as raison de dire qu'il faut le célébrer, il y avait 3 sionistes dans les 5 dirigeants. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qui a été le sionisme, etc. Et je crois que passer son temps sur la question du sionisme quand on parle de l'antisémitisme, c'est le décalque inverse de ce que fait le CRIF. Et ça ne va pas. Il ne faut pas faire ça. Bien évidemment, il faut les gens agir sur la Palestine, etc. Si on veut, voilà. Mais par ailleurs, c'est indépendant. C'est-à-dire que il n'y a aucune... Un jour, je me souviens, il y avait un texte qui m'avait été proposé, bon, je n'irai pas parti, en disant, comment dirais-je, les premiers responsables de l'antisémitisme, c'est l'État d'Israël. Et bien moi, j'ai répondu que ça ne m'allait pas comme texte, parce que pour moi, les premiers responsables de l'antisémitisme, ce sont les antisémites. Et à partir du moment où on n'arrête pas de répéter Israël, le CRIF, etc., et bien d'une manière ou d'une autre, on dilue les responsabilités. Et il n'y a pas à diluer les responsabilités. Et par ailleurs, il y a toujours, de la part de mes camarades, la tendance à dire peut-être qu'on n'est pas sûr que, etc., etc. Or, il y a un tel faisceau de faits, de chiffres, etc., sur l'histoire du nombre de gens. Vous vous rendez compte? Il y avait 900 personnes. Avant la guerre, avant 2000, il y avait aussi des juifs qui étaient plus riches que d'autres, qui pouvaient partir dans le 17e depuis Sarcelles. Mais ils ne partaient pas. Et puis maintenant, ils partent. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Vous avez 46% des gens d'une population, la moitié d'une population dans ce pays
dit qu'elle a peur et qu'elle pense partir du pays. Vous ne pouvez pas ne pas vous interroger là-dessus. Bon, que des intellectuels foireux comme Badiou, qui s'est trompé sur tout, ou comme Edgar Morin, écrivent des livres sans réfléchir à ça, d'accord, mais des militants, vous ne pouvez pas ne pas vous interroger là-dessus. C'est pas possible. Et on a l'impression qu'on peut faire comme si. Bon, après, deuxième chose, évidemment, il n'y a pas de hiérarchie à faire. Moi, aujourd'hui, on fait un débat sur l'antisémitisme. Si on faisait un débat sur l'islamophobie, moi, je dirais ce que j'en pense. Moi, je pense que la gauche radicale, elle a passé son temps à ergoter sur le terme, et que c'est stupide, et que quand une femme est agressée par des connards qui veulent lui enlever son voile, eh ben, c'est du racisme. C'est ni des laïcs, ni des féministes, c'est du racisme, et qu'il faut manifester par rapport à ça. Voilà, bien évidemment. Bon, mais là, aujourd'hui, on discute de l'antisémitisme. Et bien évidemment, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a des différences très importantes. Un juif aujourd'hui, il n'est pas discriminé socialement, mais un juif aujourd'hui, excusez-moi, eh ben, il a peur de l'antisémitisme parce qu'il y a une histoire qui pèse sur lui. Et que si la gauche radicale n'est pas capable aujourd'hui de faire ce que c'est la Ligue dans les années 70, c'est-à-dire que la Ligue comprenait cette question-là, y compris dans son appréciation du sionisme. Qu'a cité Daniel Ben Saïd, dans Une lente impatience, Daniel Ben Saïd, il dit aussi des choses complexes sur la question du sionisme. La Ligue, elle était capable de faire ça. Aujourd'hui, la gauche radicale, elle ne semble plus capable de faire ça. Il faut comprendre ça. Comprendre qu'effectivement, pour les Juifs, c'est une histoire, c'est un passé, même pour des gens qui ont pas connu la guerre, etc. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui sont des fils ou des filles, etc. Alors, dernière chose, je crois que sur ce qu'il faut faire, il faut absolument... Tu parlais de meeting, faisons-le. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été fait. La gauche radicale ne l'a jamais fait. La gauche radicale a fait des meetings, avec Tariq Ramadan, formidable, sur la question de l'islamophobie. Bon, ne parlons pas de Tariq Ramadan, parce que c'est pas le sujet. Mais la gauche radicale, n'a fait aucun meeting sur l'antisémitisme. Mais moi, j'ai fait des propositions dans l'ensemble en disant, eh ben, on va faire... Écoute, 2 mois après l'hypercachère, qu'est-ce qu'elle fait la gauche? Une partie de la gauche radicale, elle fait un meeting sur l'islamophobie 2 mois après l'hypercachère. On pouvait faire au moins un meeting sur l'islamophobie et l'antisémitisme. Et il y a une manifestation en mars, 2 mois après l'hypercachère, où le pire distribue un tract en disant que les Juifs sont les tirailleurs de la politique impérialiste et de la politique islamophobe. Bon, c'est ça aussi les problèmes de la gauche radicale. Ça, c'est les vrais problèmes. C'est pas la discussion sur l'Ouganda, excusez-moi.